Et si la prochaine frappe russe ne visait pas l'Ukraine, mais le cœur même de l'Europe? Cette question, jusqu'ici réservée aux scénarios les plus alarmistes, hante désormais les couloirs du pouvoir à Paris et dans les autres capitales occidentales. Tout a commencé par une nouvelle tentative ukrainienne de frapper le pont de Crimée, ce symbole stratégique qui relie la péninsule à la Russie continentale. Cette fois encore, la défense aérienne russe a intercepté tous les engins lancés, neutralisant la menace avant qu'elle n'atteigne sa cible. Mais le plus inquiétant, c'est la riposte qui a suivi. En réponse à cette attaque avortée, Moscou a immédiatement frappé fort, laissant entendre qu'une nouvelle phase d'escalade était engagée. Les mots choisis par les responsables russes n'ont laissé place à aucun doute. L'heure n'est plus aux demi-mesures. C'est alors que la panique a gagné Paris. Les dirigeants français, jusque-là convaincus que la distance et la puissance nucléaire garantissaient la sécurité du pays, ont dû se rendre à l'évidence. La menace de frappe sur des centres de prise de décision n'est plus abstraite, elle devient tangible. Ce qui trouble particulièrement les stratèges européens, c'est la perspective d'une attaque conventionnelle utilisant les armes hypersoniques russes. Le système Oreshnik, encore mal connu, inquiète jusqu'au plus haut niveau militaire. Comment se défendre face à une arme que rien ne peut intercepter, dont la vitesse dépasse largement celle du son, et qui menace désormais des cibles jusque-là jugées inaccessibles? Pour la première fois depuis des décennies, la France et ses voisins se découvrent vulnérables à des frappes rapides, impossibles à arrêter, sans franchir la ligne rouge du nucléaire. Le sentiment de sécurité vacille, la réputation de leurs élites politiques chancelle, et le spectre d'un conflit direct en Europe n'a jamais semblé aussi proche. Avant de comprendre comment cette dynamique explosive s'est installée, revenons sur l'événement qui a mis le feu aux poudres, l'attaque du pont de Crimée. Pour saisir toute la portée de cette crise, il faut d'abord détailler ce qui s'est réellement passé lors de la dernière tentative d'attaque ukrainienne contre le pont de Crimée. Ce pont n'est pas qu'un ouvrage d'ingénierie, c'est le symbole de la souveraineté russe sur la Crimée. Long de plusieurs kilomètres, le pont de Crimée relie la péninsule directement à la Russie continentale. Il s'agit d'une artère vitale, assurant non seulement le transport de marchandises et de militaires, mais incarnant aussi l'acte final du rattachement du territoire à Moscou. Chaque tentative d'attaque vise ainsi deux cibles à la fois, l'efficacité logistique du pont et, tout autant, sa valeur symbolique. Un simple dommage sur cet ouvrage se transforme immédiatement en victoire médiatique pour l'Ukraine, qui souhaite montrer au monde sa détermination et mettre à mal le récit russe d'unification. Pour la Russie, la protection du pont est donc une priorité absolue. Les systèmes anti-drones et anti-missiles sont constamment modernisés, adaptés après chaque offensive ratée. Les défenses, désormais renforcées par des radars plus performants et des batteries de missiles dernier cri, traquent toute menace potentielle, du drone de reconnaissance à la roquette furtive. À chaque nouvelle attaque, la Russie expose sa capacité d'adaptation rapide. Les équipes de défense analysent les tactiques ukrainiennes, anticipent les évolutions et ferment les brèches exploitables. Cette course technologique ne se limite pas au champ de bataille. Elle nourrit la guerre psychologique qui oppose les deux camps. C'est précisément sur ce plan que l'Ukraine insiste. Frappant, ou tentant de frapper le pont, Kyiv cherche à galvaniser son opinion publique et à rassurer ses alliés occidentaux sur la possibilité d'une reconquête. Même un échec militaire peut être recyclé en victoire narrative, tant le symbole est fort. Mais l'enjeu est bien plus large. Chaque succès ou chaque échec autour du pont modifie l'équilibre moral, la confiance des armées et la perception de la guerre par les populations. Un pont intact, c'est la solidité de la Russie qui s'affiche. Une brèche, c'est un doute qui s'instille jusque dans les couloirs du Kremlin. Pour l'Europe, la tension qui monte autour de cette infrastructure stratégique n'est pas qu'une affaire lointaine. La manière dont la Russie protège ses points clés et riposte préfigure de nouveaux risques pour les capitales européennes. Mais la dimension militaire n'est qu'un aspect. La riposte russe a envoyé un autre message, bien plus inquiétant encore. Car la réponse de Moscou à cette tentative d'attaque ne s'est pas limitée à la défense du pont. Elle a marqué un tournant dans l'escalade, posant la question des nouvelles armes et des cibles potentielles en dehors du territoire ukrainien. Quand Moscou parle de centre de décision, ce n'est pas qu'une menace rhétorique.
Derrière ces mots, l'ambiguïté est savamment entretenue, et l'angoisse grimpe à Paris, Berlin et Londres. Car la riposte russe ne s'arrête plus aux frontières ukrainiennes. Elle vise désormais des infrastructures critiques, qu'elles soient militaires, économiques ou stratégiques. Depuis plusieurs semaines, les frappes russes ciblent des points névralgiques. Des nœuds ferroviaires, des dépôts de carburant, mais aussi des systèmes de communication et de commandement situés loin du front. Cette extension du champ de bataille brouille les repères et inquiète les capitales européennes. Que recouvre réellement la notion de centre de prise de décision? Dans la doctrine russe, ce terme ne désigne pas uniquement des bunkers à Kiev ou des bases militaires en Ukraine. Il peut aussi englober des lieux situés hors du pays, là où se planifient les opérations, où transitent les armes, où se conçoivent les stratégies. Autrement dit, Moscou entretient le flou. Un centre de décision pourrait tout aussi bien se trouver à Bruxelles, à Paris qu'à Berlin. Cette menace diffuse est volontaire. Elle permet à la Russie de maintenir une pression psychologique maximale sur les dirigeants occidentaux. À chaque nouvelle référence au centre de décision, la question est suspendue. La France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni pourraient-ils devenir des cibles? Emmanuel Macron, particulièrement exposé après ses prises de position récentes, ne cache plus son inquiétude. Face à la montée des tensions, il convoque en urgence son Conseil de sécurité. Ministres, chefs d'état-major et responsables du renseignement se pressent à l'Élysée pour évaluer la menace. La France, jusqu'ici persuadée d'être à l'abri derrière sa dissuasion nucléaire, se découvre soudain vulnérable à des frappes conventionnelles impossibles à intercepter. Le risque d'extension du conflit n'est plus théorique. Pour la première fois depuis des décennies, la sécurité des grandes capitales européennes est réellement remise en cause. Les citoyens, tout comme les gouvernements, réalisent que le théâtre des opérations pourrait, du jour au lendemain, dépasser les frontières de l'Ukraine. L'équilibre fragile de la sécurité européenne vacille. L'inquiétude s'installe, car un seul tir mal calculé ou une interprétation trop large de la notion de centre de décision pourrait transformer une guerre régionale en un affrontement continental. Et dans cette partie d'échecs, la Russie semble aujourd'hui avoir l'initiative. Mais cette angoisse collective se concentre désormais sur une arme en particulier. Oreshnik, le système hypersonique qui cristallise toutes les peurs en Occident. Oreshnik n'est pas une simple démonstration de force. Il bouleverse les certitudes des stratèges militaires occidentaux. Plongeons dans les secrets de ce système qui échappe à toute interception. Et si aucune défense anti-aérienne, même en France, ne pouvait stopper l'arme la plus redoutée d'aujourd'hui? Cette question n'est plus un simple scénario de science-fiction. L'Oreshnik, missile hypersonique de portée intermédiaire, vient de démontrer une supériorité troublante. Capable de dépasser la vitesse de Dix-Mach, il suit une trajectoire si imprévisible qu'aucun système occidental existant n'a, à l'heure actuelle, la moindre chance de l'intercepter. L'arme a déjà été employée à 2 reprises contre des objectifs en Ukraine. À chaque fois, la surprise a été totale, les dégâts considérables, et l'ensemble du monde militaire occidental a dû admettre l'évidence. Aucune parade efficace n'existe aujourd'hui. L'Oreshnik, sans charge nucléaire, bouleverse l'équilibre stratégique. Ce qui fait trembler Paris, ce n'est pas la puissance explosive, mais cette nouvelle vulnérabilité. La France vient brutalement de réaliser qu'elle pourrait, elle aussi, être frappée en plein cœur, sans même que les radars n'aient le temps d'alerter. Les responsables politiques se retrouvent dans une impasse stratégique inédite. Face à une frappe conventionnelle d'une telle rapidité, la logique habituelle de dissuasion nucléaire devient caduque. Riposter par l'arme atomique serait une escalade déraisonnable, disproportionnée et sans légitimité aux yeux du monde. Mais rester passif, c'est accepter une perte de crédibilité historique pour la France et, par extension, pour toute l'Europe. En quelques heures, la perception de la sécurité collective s'est effondrée. Dans les coulisses du pouvoir à Paris, la panique s'installe. Les conseillers se succèdent autour du président pour tenter d'esquisser une réponse. Comment protéger la capitale, les centres vitaux, quand la technologie ennemie a un coup d'avance? Le choc est d'autant plus brutal que la doctrine française reposait depuis plus d'un demi-siècle sur la certitude de l'équilibre nucléaire. Mais là,
ce sont les failles de la dissuasion qui apparaissent au grand jour. La menace d'une attaque conventionnelle impossible à intercepter, menée à une vitesse supérieure à 10 Mach, place la France et, au fond, toute l'Europe occidentale devant une réalité anxiogène. La crédibilité de la défense, et donc de la voie géopolitique européenne, est gravement atteinte. Les conséquences sont lourdes. Chaque gouvernement comprend à présent que la sécurité de ses institutions est devenue relative. Les opinions publiques, elles, prennent conscience que la stabilité dans laquelle elles vivaient n'est plus garantie. Les marchés financiers, nerveux, commencent déjà à anticiper les risques d'un choc stratégique sur le continent. Au fond, cette crise révèle une bascule. Celui qui maîtrise la supériorité technologique impose désormais la cadence de la confrontation, reléguant l'adversaire au rang de spectateur impuissant. L'Europe, sidérée, doit maintenant faire face à la perspective d'un conflit qui ne se limiterait plus à l'Ukraine. Face à ce nouveau paradigme, l'immobilisme n'est plus une option. Les sociétés européennes, tout comme leurs dirigeants, doivent s'interroger. Comment se préparer à une ère où la défense traditionnelle ne suffit plus à garantir la sécurité collective? Mais alors, concrètement, comment les gouvernements pourraient-ils réagir à ce déséquilibre stratégique? Quelles options restent sur la table face à la menace de l'Oreshnik? Face à une arme qui bouleverse toutes les règles du jeu, l'inaction n'est plus possible. Les événements récents l'ont prouvé. Ignorer la mutation du rapport de force, c'est courir un risque direct pour chaque citoyen européen. Première étape, reconnaître ensemble les limites de notre protection militaire actuelle. Les systèmes de défense aérienne traditionnels, même les plus sophistiqués, montrent aujourd'hui leur faiblesse face aux missiles hypersoniques employés par la Russie. La dissuasion nucléaire, historiquement notre ultime rempart, ne garantit plus à elle seule la sécurité des capitales européennes contre des frappes conventionnelles fulgurantes. Continuer à s'abriter derrière des doctrines anciennes serait une illusion dangereuse. Il faut donc repenser nos doctrines de dissuasion. Cela signifie ouvrir un vrai débat, sans tabou, sur l'efficacité de nos réponses militaires et sur la place du dialogue stratégique avec Moscou. L'Europe doit réfléchir à de nouveaux schémas de dialogue, non pas dans la naïveté, mais dans la lucidité face à la menace. Savoir négocier ne veut pas dire céder, mais anticiper les escalades incontrôlables. Au cœur de cette adaptation, la nécessité d'une évaluation froide et sérieuse des risques. Les discours martiaux, la rhétorique va-t-en-guerre, entretiennent une illusion de contrôle. Ils masquent les vulnérabilités réelles. Il est urgent de dépasser les slogans pour analyser concrètement les scénarios d'attaque, leurs conséquences possibles et la capacité réelle de riposte. Chaque minute passée à sous-estimer la menace, c'est une minute perdue pour la préparation. La société civile a ici un rôle déterminant à jouer. Les citoyens, les médias, les experts peuvent et doivent exercer une pression sur les décideurs pour réclamer du pragmatisme, de la transparence et des choix responsables. Ce n'est pas seulement une affaire de spécialistes. L'opinion publique peut imposer des débats, exiger des comptes sur la préparation et faire reculer l'automatisme des postures idéologiques. Sans cette vigilance collective, il est plus facile pour les gouvernants de céder à la surenchère discursive ou à l'aveuglement. Enfin, il faut accepter une réalité désormais incontournable. Soutenir l'Ukraine implique, pour les Européens, un coût direct et croissant pour leur propre sécurité. Les capitales de l'Union ne sont plus spectatrices, mais potentiellement cibles. Les choix politiques et militaires, qu'ils soient de soutien ou de retenue, ont des conséquences concrètes sur la sécurité des populations. Feindre le contraire serait irresponsable. Le vrai danger? C'est de perdre un temps précieux à ignorer la réalité, d'agir à l'aveugle et d'exposer nos sociétés à des ruptures stratégiques irréversibles. Il est encore temps de s'adapter, de débattre et d'innover, mais chaque semaine nous rapproche d'une zone de non-retour. Mais concrètement, quelles mesures l'Europe peut-elle prendre dès maintenant pour réduire sa vulnérabilité et renforcer sa sécurité face à cette nouvelle donne? La prochaine étape de ce conflit pourrait bien se jouer à Paris, Berlin ou Londres. Et vous, quelle Europe voulez-vous demain? Depuis des semaines, l'escalade autour du pont de Crimée et la menace de frappe hypersonique sur des centres de prise de décision
plonge le continent dans l'incertitude. Ce n'est plus seulement l'Ukraine qui se retrouve exposée, mais toute l'Europe, avec ses capitales et ses citoyens. Pour la première fois depuis des décennies, la possibilité de frappe conventionnelle imparable sur le territoire européen n'est plus une théorie. L'ombre du système hypersonique Oreshnik plane sur des villes qui croyaient en la guerre lointaine ou impensable. Les débats sur la dissuasion nucléaire, hier encore considérés comme la garantie ultime, révèlent aujourd'hui leurs limites face à des armes qui contournent tous les anciens équilibres. La France, mais aussi l'Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni, découvrent une vulnérabilité brutale. Le choc dans les cercles du pouvoir est évident. Réunions d'urgence, interrogations sur l'efficacité des systèmes de défense, remises en cause de stratégies pourtant jugées infaillibles il y a encore quelques mois. Les certitudes stratégiques de l'Europe volent en éclats. Ce déséquilibre technologique, inédit depuis la fin de la guerre froide, bouscule non seulement l'armée, mais aussi l'économie, la confiance du public et la réputation internationale des pays européens. Dans ce contexte, l'indifférence, le fatalisme ou la tentation de détourner les yeux seraient les pires réponses possibles. Laisser l'initiative à la Russie, c'est accepter que le scénario le plus noir puisse se matérialiser demain dans notre quotidien. Aujourd'hui, la sécurité individuelle et collective de chacun d'entre nous est en jeu. La stabilité économique, la crédibilité politique de l'Europe, le rôle de la France et de ses voisins dans le monde ne sont plus abstraits. Chaque citoyen, chaque électeur, chaque dirigeant est désormais concerné au premier chef par les choix à venir. Face à ce tournant, il est impératif de ne pas céder à la peur, ni à la résignation. Il faut s'informer, débattre, exiger de nos représentants des réponses claires et cohérentes. Le temps n'est plus aux illusions, ni aux promesses creuses. C'est notre avenir commun qui se joue, ici et maintenant. Alors, que voulons-nous pour l'Europe de demain? Une forteresse passive, prisonnière de ses doutes, ou une Europe lucide, active et capable de défendre ses intérêts? La réponse appartient à chacun d'entre nous, car ignorer la réalité, c'est lui donner raison.